Donc une première partie avec Jean-Christophe qui va nous dire l'initiative 577, c'est quoi, les grands éléments du programme. On va se présenter un petit peu aussi avec Bénédicte avant. Bénédicte Lundi-Montbert qui, dès le départ, a été choisie comme suppléante et a dit oui. Et puis en deuxième partie, on fera plutôt ce qu'on avait un peu initialement prévu, c'est lancer les opérations. C'est-à-dire sur la circonscription, comment on pourrait s'y prendre pour faire un bon score, un très bon score, voire gagner. Voilà un petit peu le programme, on essaiera de finir avec ça. Voilà, alors je dirais un mot de qui je suis et pourquoi je me suis engagé. Donc je suis habitant de Château depuis 30 ans, marié avec Nathalie, depuis 35 ans, voilà. Nous avons une famille nombreuse, et à Château, on vit depuis 30 ans, comme une famille ordinaire, avec des engagements. Et moi je travaillais longtemps à la Défense, je prenais d'abord mon vélo, après le RER, après mon scooter, voilà. C'était mon quotidien, j'allais dans une banque, dans des bureaux un peu aseptisés, et aujourd'hui je fais un autre travail, je suis dans le coaching et l'accompagnement des personnes, et je me rends compte que je sois dans les entreprises, dans les écoles, voire j'interviens aussi dans la cité de Vernouillet auprès des jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent chez les jeunes. Rien n'est évident. Le départ dans la vie active est compliqué, et il est encore compliqué 25 ans ou 30 ans plus tard. Et moi, j'ai envie de changer ça. Voilà, c'est mon envie. J'ai envie d'agir, j'ai envie de servir, parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu. Et du coup, j'ai envie de donner. Alors, je ne suis pas un martyr, je ne fais pas de la politique pour me martyriser. J'aime rencontrer les gens, j'aime traiter un peu tous les sujets, j'aime les groupes, et donc je suis heureux d'être avec vous ce soir et heureux de faire de la politique. En commençant par les municipales à Château, on a décidé un jour d'y aller, parce qu'on trouvait que c'était la politique telle qu'on la voyait, même au niveau local, c'était pas satisfaisant. Il y a 2 ou 3 membres de la liste de 10, voilà. On a fait un bon score, on a fait deuxième, enfin on nous a dit un bon score, on a fait 15%. Donc, et depuis 3 ans, je suis élu au conseil municipal, j'ai été 18 mois conseiller communautaire avant d'être éjecté à l'occasion d'une fusion de communauté d'Aglo. Je n'ai pas compris ce scrutin, j'ai écrit 2 fois au préfet, je vais aller voir le président de la communauté d'Aglo. Je m'appelle Bénédicte, j'ai pris le micro pour que vous puissiez m'entendre. Bénédicte Lundi-Montbert, donc je suis suppléante aux côtés d'Emmanuel Rubenbruck. Je suis auxvilloise après avoir été très longtemps catholienne. Je suis femme active. J'ai créé mon entreprise après avoir été salariée d'un grand groupe français pendant plus de 20 ans. Je suis femme mariée. Je salue d'ailleurs mon tendre chef qui me soutient dans cet investissement politique. Et je suis mère de 3 grands garçons. Voilà. Et par rapport à tout ça, j'ai aujourd'hui 2 convictions par rapport à mon engagement aux côtés d'Emmanuel. C'est oui, nous pouvons agir. Hein. Oui, notre pays a beaucoup de talent. Je pense que notre pays est bourré d'initiatives et d'atouts et qu'on les ignore un peu beaucoup. Et que donc, la refonte du système politique, elle passe par nous Français et que quelque part, nous qui faisons la France au quotidien, qui préparons son avenir, on a un peu laissé la place à l'entre-soi politique. Et je me suis dit, c'était le temps de l'engagement. Voilà. Et évidemment, je pense surtout aux jeunes, leur construire un bel avenir, je pense à nos enfants. C'est pas uniquement la maman qui parle, c'est aussi l'envie d'avoir un pays qui se relève et qui se construise pas à pas, parce que ce pays a énormément d'atouts. Et je pense que les atouts se logent effectivement au creux des territoires, c'est-à-dire que chacune de nos régions, chacune de nos circonscriptions, chacune de nos villes a beaucoup d'atouts et c'est là-dessus qu'il faut viser. La deuxième conviction que je porte dans cet engagement, c'est que la représentativité de l'Assemblée nationale, elle n'est pas représentative de qui nous sommes, nous les Français. J'ai un peu regardé en détail la composition des profils socio-professionnels et effectivement, il y a à peu près 20 députés sur 577 qui sont issus du monde de l'entreprise. Il y a 6 commerçants. Il n'y a pas évidemment de députés en ouvrier. Enfin, tout ça pour vous dire qu'effectivement, vous le savez, ils sont quand même tous assez formatés dans leur profil. Ils ont fait carrière politique, voilà, de l'entre-soi.
Mon propos, c'est pas de critiquer, mon propos, c'est d'agir. Et voilà le sens en fait de l'engagement aujourd'hui. Et dans ce renouveau, effectivement, une rencontre avec Jean-Christophe Fromentin, un homme qui a un parcours, sans doute que vous connaissez, qui a gagné la mairie de Neuilly, voilà, il a, on peut dire, emprunté très longtemps, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy. Ils nous raconteront peut-être une petite partie de cette histoire, mais donc un Français comme vous et moi qui s'est engagé voilà, pour défendre des valeurs, et surtout un constat effectivement d'apporter du positif, de la confiance, et puis une grande, je dirais, indépendance et une grande liberté, et je pense, vous allez l'entendre, une grande intégrité, une grande honnêteté. Voilà, et donc on est très heureux de l'avoir avec nous, et je vous passe la parole. J'ai décidé de me lancer dans les municipales en 2013, c'était en mai-juin, après avoir écouté Jean-Christophe dans un rassemblement, et je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il faut pour faire de la politique? Et il m'a dit, il faut un projet et des compétences. Je m'en souviens. Et donc le projet, ben, je crois qu'il est là. Les compétences, c'est à vous d'en juger, mais on pense que pas plus mauvais que les autres. Je suis avant tout heureux de venir partager ce moment avec vous, qui est toujours un moment stratégique, celui où on démarre un projet, on démarre une campagne, on a voilà, un petit peu ses amis dans la salle, il y a une forme de bienveillance, mais en même temps, voilà, c'est le moment où on sent les choses. Et je le dis parce qu'on a besoin de ces campagnes, on a besoin de ces candidats nouveaux, on a besoin de ce renouveau politique. Et l'actualité, on reviendra peut-être un peu dessus, nous montre à quel point cette réitération, ce renouveau, cette idée d'amener des nouveaux profils, des nouvelles expériences, cette liberté dont vous parliez est aujourd'hui nécessaire si on veut ouvrir une nouvelle perspective politique. Moi, il y a maintenant 7-8 ans, en 2007, j'étais probablement comme beaucoup d'entre vous, extrêmement loin de la politique, absolument ni passionné, ni intéressé, ni concerné, comme beaucoup de Français, très à l'aise dans ce qu'on appelle la société civile, qui finalement trouve un certain confort à s'épargner d'engagement politique en disant laissons faire ceux à qui ça fait plaisir et qui en ont fait leur métier. Nous, on a nos entreprises, nos métiers, nos détentes le week-end, nos voyages, nos enfants, tout ce petit monde qui nous va très bien. Et la vie fonctionne. Et j'étais dans cet état d'esprit en disant jamais je mettrai les pieds ni dans un meeting, ni dans une soirée politique, c'est vraiment pas mon truc. Et puis il y a eu un concours de circonstances, il y a eu un geste malheureux, probablement du président de la République à l'époque, et finalement d'instrumentaliser une ville, de dire mais une collectivité, ce n'est qu'un outil au service d'une carrière politique, c'est ce qu'on utilise pour récompenser l'un, pour donner une carrière à l'autre. Et j'ai eu un déclic qui était vraiment de dire mais où on est, à quoi on est arrivé, quelle idée on a de la politique, quelle idée on a finalement de ce qui relève de beaucoup plus fort, du bien commun, de l'engagement, de la transformation, de l'évolution de la société. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de la politique? Et ça me choquait d'autant plus qu'on parlait d'une ville, d'une circonscription, qui était celle du président de la République, avec le côté extrêmement emblématique, extrêmement observé qu'un territoire comme celui-là pouvait incarner. Et donc, sans préméditation, sans me surprenant moi-même, en quelques minutes, je me suis retrouvé candidat aux législatives en 2007, puis aux municipales, et 6 mois après, j'étais maire de Neuilly, après une espèce de tempête dont je vous épargnerai le récit par le menu. Mais je me suis retrouvé dans cette ville où j'ai mis quasiment à l'hôtel de ville la première fois les pieds pour prendre le fauteuil du maire avec une équipe qui s'était montée comme ça au fil de l'eau avec des gens qui participaient du même état d'esprit et de la même motivation. Et donc, quelques années après, à force d'entendre, c'est un coup de chance, ça se reproduit jamais 2 fois, c'est un concours de circonstances. J'ai été aux élections cantonales, parce que j'avais aussi besoin de me prouver que tout ça n'était pas le fruit du hasard. Et donc j'ai gagné le canton, et puis j'ai gagné les élections législatives en 2015.
Et toujours avec cette idée de dire ces combats politiques, il faut les mener sans étiquette, sans investiture, parce que c'est aussi l'occasion de tester, en fin de compte, l'appétence des électeurs pour une nouvelle offre. Et une nouvelle offre sans étiquette, sans parti, sans investiture, c'est vrai, c'est authentique. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de marketing, il n'y a rien entre les deux. C'est votre équation personnelle, vos convictions, c'est vos idées, c'est votre projet, c'est votre analyse de la situation aussi politique, géopolitique qui fait l'élection. Avec, comme ici, des circonscriptions urbaines qui sont exigeantes, qui sont éclairées souvent, et qui vous challenge sur des choses qui sont pas faciles, que ce soit pour les politiques municipales ou pour la politique nationale dans le cadre d'un mandat parlementaire. Et en fin de compte, la leçon de tout ça, et les enseignements que j'en tire et qui m'ont amené à lancer cette initiative 577 pour la France, c'est que quand on irrigue, quand on innerve, quand on amène dans le débat politique, que ce soit dans le cadre d'un mandat local, mais aussi dans le cadre d'un mandat national, une autre expérience, d'autres talents, d'autres regards, quand on remet finalement de la diversité dans l'équation politique, alors on fait avancer les choses. Alors on amène à nos collectivités, on amène à notre pays d'autres ressorts, d'autres dynamiques, d'autres regards, qui ne sont pas contre, et vous avez raison de le rappeler, qui ne sont pas contre ceux qui sont au pouvoir, et qui ont leurs talents, qui ont leurs compétences. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune organisation qui ne peut survivre à cette consanguinité, à ce côté extrêmement monolithique que la politique aujourd'hui incarne. Et elle n'est pas tant de la faute de ceux qui gouvernent, elle n'est bien sûr un peu par le verrouillage de ceux qui aujourd'hui occupent les postes politiques et gèrent les partis politiques, mais elle est au moins autant par ceux qui, comme nous, ont par principe refusé de s'engager en politique. Ont par principe écarté l'engagement politique du spectre des engagements qu'ils peuvent prendre. Quand dans un pays comme le nôtre, vous avez 14 millions de personnes engagées dans des associations, et qu'on vous leur dit, voilà, toi qui fais du bon boulot dans une association humanitaire, sociale, culturelle, sportive, est-ce que tu t'es posé la question de pouvoir mettre la même énergie dans l'engagement politique? Ça marchera pas, peu importe. C'est un engagement. Tu ne le fais pas pour un métier, tu le fais avec la liberté qui va avec un engagement. Et pourquoi tu ne tenterais pas l'aventure, compte tenu de ton empathie, compte tenu de la confiance que tu es capable de générer par ton profil, compte tenu de tes compétences, compte tenu de l'expérience que tu as dans la vie professionnelle et qui est utile pour le pays, pourquoi ne pas y aller? Et c'est ce bruit de fond qui m'a petit à petit de plus en plus interpellé, de voir les gens qui vous disent non, non, moi la politique, et quand vous traquez, vous avez dû connaître ça dans des élections municipales, en disant on ne prend même pas le trac, ça ne nous intéresse pas. Et c'est ça la politique. C'est, voilà, je suis au-dessus de ça. Combien de gens ne nous disent pas, voilà, la politique, n'imaginez pas, quelqu'un de mon niveau faire de la politique, c'est pas mon niveau. Et en fin de compte, on a totalement délaissé le champ politique. On l'a totalement laissé tomber. On l'a écarté. On a dit c'est pas pour nous. Et du coup, de fait, la nature ayant hors du vide, on a laissé prospérer un petit monde politique avec ses avantages, avec ses atouts, avec ses talents, mais aussi sa médiocrité, comme dans n'importe quelle organisation. Et on a laissé finalement ce monde politique s'écarter, se déterritorialiser, se mettre un peu au-dessus ou à côté des vrais sujets de la vie. Et puis on a laissé ce monde politique se parler finalement qu'à lui-même. Et puis on l'a laissé se coopter, s'organiser de telle manière à protéger finalement son avenir, sa propre prospérité. On l'a laissé s'organiser pour que finalement il sécurise son avenir, parce qu'à force d'être professionnel de la politique, beaucoup se posent la question, qu'est-ce que je ferais si j'ai plus la politique? Et finalement sécurise, ce qui est assez légitime en fin de compte, sécurise leur avenir. Et verrouille de fait la politique. Et tout ça nous amène à la situation qu'on connaît, c'est-à-dire pas d'audace dans l'action politique, parce que le risque est consubstantiel de la difficulté à faire carrière. Pas d'audace parce que aussi peu de regard sur la manière dont on peut faire évoluer les sujets. Vous voyez, moi je suis à la commission des finances à l'Assemblée nationale. La commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est quelques inspecteurs des finances qui, dans leur profil de carrière, sont naturellement arrivés à l'Assemblée nationale. Et en fin de compte, ils ont beaucoup de talent, mais ils ne
gère et il n'anime la commission des finances qu'à l'aune de l'abondement du système et du budget de l'État, avec le levier fiscal comme seul élément de créativité, mais une incapacité totale à imaginer les conséquences, les effets collatéraux, les éléments d'incitation que pourrait représenter la fiscalité, avec un regard qui est simplement limité à cette idée qu'il faut abonder le budget de l'État avec le levier fiscal en prenant soin de contenter au maximum les électeurs ou d'éviter de les décontenter. Et donc, il m'est arrivé des moments incroyables d'incohérence dans la manière d'user de la fiscalité pour trouver les quelques milliards qui manquent au budget, mais au mépris total des effets que ça pouvait avoir sur le terrain. Et je ne vous fais pas de dessin, quand vous screenez la fiscalité française, vous trouvez ces niches fiscales, vous trouvez toute une série d'incohérences qui sont plutôt de nature à dissuader l'initiative privée ou entrepreneuriale, plutôt qu'à la stimuler. Et donc, tout le champ politique est totalement investi de ce regard, encore une fois, très réservé, très monolithique, très, finalement, spécialisé, qui prive la France des talents dont elle aurait besoin pour se répondre. Et donc voilà, et donc cette vie politique qui est passionnante, et j'ai la chance d'être maire de cette belle ville de Neuilly et d'avoir de fait des leviers d'influence tout à fait extraordinaires pour essayer de faire progresser aussi les politiques publiques dans la ville. Et puis je suis arrivé à l'Assemblée nationale, là aussi dans des circonstances toujours un peu particulières, vous voyez, avec cette indépendance qui fait que j'ai pu prendre par ma singularité un certain nombre de responsabilités à l'Assemblée. Je suis secrétaire du comité de contrôle des politiques publiques, où j'ai présidé une mission que je vais proposer pour lancer la candidature de la France à une exposition universelle, et d'être... j'ai eu la satisfaction de voir il y a quelques jours, parce qu'un classement a été fait de l'influence des députés, et j'insiste là-dessus, parce que l'indépendance est souvent vue comme une manière ou un risque d'être à la marge du débat politique, où je suis 44e sur les 577, et premier dans mon département en termes d'influence politique, et ça montre à quel point ce n'est pas le sujet des partis qui fait l'influence politique. On me le dit toujours, tu n'es pas dans un parti, donc tu perds une partie d'efficacité politique. Et je réponds à ceux qui disent ça, vous ne vous rendez pas compte qu'en étant dans un parti, vous êtes isolé totalement de la réalité, et les Français sont maintenant plus de 80% à ne plus croire aux partis politiques comme vecteur efficace finalement de prospérité et de développement. Et je dis à mes collègues, c'est vous qui êtes complètement isolés. Alors vous n'êtes pas isolés dans votre microcosme, dans votre petite caste, parce que vous êtes tous copains, et vous êtes totalement isolés des Français. Vous êtes totalement isolés des réalités. Et votre efficacité est limitée à cet isolement, alors que la mienne, voilà, dans ma capacité finalement, parce que ma vie d'entrepreneur, parce que ma liberté m'ouvre beaucoup plus aux contributions des uns et des autres, ma liberté, finalement, génère une forme d'efficacité politique, une forme de crédibilité politique aussi. Et c'est cette idée-là, ces idées-là, qu'on a eu envie de partager avec cette initiative 577 pour la France, qui est aussi simple que ça, qui est d'interpeller les Français en disant « mais pourquoi pas vous ? Pourquoi pas vous en 2017 ?» Alors, pour ceux qui s'en sont de la carrure aux élections présidentielles, mais voilà, on pense que c'est quand même l'élection de proximité législative dans le principe de l'équilibre des pouvoirs, dans le principe de nos institutions, qui sont aujourd'hui le bon vecteur pour bousculer un peu le système politique. Et pour remettre en cause un peu cette idée du quinquennat, que de dire là, les législatives ne sont devenues que la conséquence des présidentielles. Et de dire non, nos institutions ne fonctionnent pas comme ça. Les législatives ne sont pas la conséquence des présidentielles. Les législatives sont un vecteur de prise de pouvoir, sont un vecteur d'influence, sont un vecteur politique, décorrélé dans le principe de la Ve République des législatives, et il n'y a pas besoin de demander l'autorisation à un parti pour se lancer dans un projet législatif. Pour autant, bien sûr, et c'est ce qu'on essaye de faire, de créer un collectif, de créer un groupe, de créer une dynamique d'ensemble, parce que seul, c'est plus difficile, parce que seul, on a du mal à répondre à cette question, quelle influence vous aurez si vous n'êtes pas dans un groupe. Et donc, l'idée de 577, c'est de créer ce collectif pour créer une dynamique d'ensemble et une dynamique de groupe, mais surtout, pour aller chercher, partout en France, les talents dont notre pays a besoin pour réformer sa politique.
J'ai été assez loin dans cette réflexion et jusqu'à sortir un rapport que je vous recommande et qui a été édité par l'Institut de l'entreprise et que j'ai rédigé pendant un an avec Jean-Dominique Sénat, président de Michelin, qui est un peu en dehors de la sphère politique, mais qui a eu une réflexion extrêmement intéressante chez Michelin, qui est de dire, et qui rejoint un peu la nôtre, c'est pour ça que ce think tank nous a proposé de travailler ensemble sur des propositions dans ce rapport. Michelin a dit, Jean-Dominique Sénat a dit, voilà, moi j'ai dans mon entreprise des dizaines de milliers de collaborateurs qui apprennent des choses dans le domaine industriel, dans le domaine international, dans le domaine du marketing. Et finalement, mon rôle social, mon rôle citoyen, comme grand patron français, devrait être aussi d'inciter ceux qui ont cette connaissance dans mon personnel, les inciter à faire de la politique. Leur dire, voilà, ce que vous avez appris chez Michelin, acceptez, et en tout cas, moi, patron de Michelin, je vous reconnais la pertinence, l'idée, le projet d'aller les mettre à un moment en politique. Et il a passé une convention avec ses salariés, avec tous les salariés français de Michelin, qui leur permet de faire de la politique avec les mêmes avantages que les fonctionnaires, avec tous les avantages qu'on a dans la fonction publique. Et du coup, on a travaillé sur sa charte, on a écrit ce rapport ensemble, avec moi mon approche qui est plutôt celle d'un patron de PME qui s'est retrouvé dans le champ politique, lui le regard d'un grand patron français, et on a fait un rapport dont le titre est évocateur, il s'appelle « Réformer le réformateur », qui est considéré que tout le monde est d'accord pour les réformes. Tous les professionnels de la politique sont prêts à effectivement proposer des réformes, mais ils n'ont pas le courage de les faire. Parce que les réformes, elles remettent en cause la prospérité de leur carrière. Et combien de collègues à l'Assemblée me disent « mais t'as raison, bien sûr il faut faire cette réforme ». Et tu comprends que si on l'a fait, on est mort. Que si on l'a fait, le collègue et le copain sénateur à qui on a proposé de lui donner un coup de main parce qu'il nous a donné un coup de main, il ne sera pas élu. Parce que le copain maire pour qui on a fait campagne et qui du coup nous a aidé à être élu député, sénateur au conseil régional, avec cette réforme, il sera en difficulté. Et donc réformer le réformateur, c'est de dire, voilà, si on n'amène pas dans la politique de la liberté, si on n'amène pas de la diversité, alors probablement on est condamné à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui a une inertie, une difficulté à se réformer, qui est bien entendu très éloigné, très distant des réformes et des politiques publiques dont il a besoin. Et donc 577, c'est cette idée-là, c'est ce collectif, c'est un certain nombre de principes, d'idées, une forme aussi d'approche qui est davantage construite sur le principe de subsidiarité. On dit on repart des territoires, on repart de là où les gens vivent, on repart de ceux qui sont actifs et qui sont légitimes quelque part dans leur territoire, non pas par le parti politique qui les soutient, mais par les actions qu'ils ont menées. Emmanuel le disait tout à l'heure, les actions qu'ils mènent dans le domaine local, dans le domaine associatif, sont une bien meilleure légitimité que l'étiquette de n'importe quel parti politique. Et le sujet est bien là. Est-ce qu'on est légitime par finalement l'onction d'un état-major ou d'une commission d'investiture d'un parti dont 80% des Français pensent qu'il n'est plus très pertinent dans le débat public, ou est-ce qu'on est légitime parce qu'on a déjà réussi dans son territoire, parce qu'on a déjà prouvé dans ses actions associatives, d'entrepreneurs, de commerçants, ou ce qu'on réussit à créer par son action comme confiance là où. Et 577 pour la France, c'est ça, c'est de dire finalement la légitimité, elle n'est pas l'affaire d'une commission d'investiture. La légitimité, elle est l'affaire de la réussite, de ce que chacun peut prouver sur ce qu'il peut apporter, ou ce qu'il a déjà apporté à son territoire. Voilà, donc on mène notre projet, on a écrit ce petit bouquin qui s'appelle « Pour une nouvelle géographie politique », avec bien sûr une nouvelle géographie sociologique, avec des nouveaux profils, c'est ce que je viens d'évoquer, avec une nouvelle géographie institutionnelle également, avec une nouvelle géographie de la démocratie, avec des réformes pour remettre plus de démocratie dans le système de gestion politique. Et puis on a construit des grandes orientations, des techniques, programmatiques, sur notamment l'aménagement et la réforme des territoires, sur les politiques économiques, sur les politiques sociales, sur les enjeux géopolitiques également, de telle manière, sur l'éducation, de telle manière à avoir comme un candidat dans une élection nationale, comme un ensemble de candidats dans une élection nationale, des principes, des valeurs, des éléments d'orientation, c'est
cette nouvelle géographie politique, et également une structure programmatique. On est en train de travailler avec les candidats, puisque dans le principe de ce que j'évoque, l'idée c'est que chaque candidat amène, enrichisse de sa contribution, de sa connaissance, notre programme 577 pour la France. Voilà, donc aujourd'hui on a reçu à peu près un peu plus d'1 millier de demandes de candidature. L'actualité nous montre à quel point il y a besoin de ce renouveau politique. Et on a bon espoir peut-être pas d'arriver au 577, mais d'avoir en tous les cas une taille critique dans notre dispositif qui permettra de peser dans le débat politique des législatives. Et en tous les cas, d'envoyer ce message aux Français, de leur dire mêlez-vous de politique. Voilà, ce n'est pas réservé à ceux qui en ont fait la profession, c'est aussi de votre responsabilité. Et si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que beaucoup d'entre nous ont mis ça de côté en disant la politique, je n'y touche pas. Voilà, quelques idées, quelques orientations, beaucoup d'enthousiasme, parce que, et c'est peut-être le mot de conclusion, vous voyez, quand vous le faites comme un engagement, et pas comme un métier, vous avez forcément, voilà, vous restez très serein. Moi, je ne suis pas du tout angoissé à l'idée d'arrêter la politique. Je ne suis pas du tout angoissé à l'idée de perdre. Ça a été mon bras de fer avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, quand j'étais en pleine campagne de Neuilly. Il me convoque en disant, bon, voilà, vous allez gagner la mairie de Neuilly, je vais vous aider. Bon, je n'ai pas envie de vous aider, je vais vous aider. Je ferai de vous un député, vous pouvez même rentrer au gouvernement. Donc il me promettait la lune. Et il dit en échange, je vous demande de rentrer à l'UMP et de prendre 2 personnes ou 3 personnes sur la liste, dont mon fils. Moi, je ne prendrai personne, je veux garder ma liberté. Il me dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, monsieur le président, moi, il y a une différence peut-être entre vous, moi ou d'autres candidats, c'est que moi, j'ai vraiment pas peur de perdre. C'est pas mon rêve, je fais pas le rêve d'une vie. Et donc, voilà, si je perds, mais si je gagne en toute liberté, et je ne devrai des comptes qu'à mes électeurs. Quand vous avez cette liberté, vous avez forcément l'enthousiasme qui va avec, vous avez la sérénité de celui qui vit ça comme un engagement, et pas avec l'angoisse de dire quel va être mon métier demain, et du coup, vous faites une politique qui est beaucoup plus construite sur vos convictions, parce que du coup, vous les mettez dans l'équation sans hésitation, beaucoup plus construite sur l'audace, parce que vous prenez des risques, c'est le principe de votre engagement, et beaucoup plus enthousiaste, parce que vous travaillez sur un projet, vous travaillez sur une matière noble, vous ne travaillez pas pour finalement entretenir un réseau d'amis ou un réseau de cooptation. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous, et ce que j'espère que je partagerai avec beaucoup de candidats de la France. Merci.